Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. En me promenant sur le net, j'ai retrouvé un sujet que je connaissais déjà il y a bien longtemps. Toutefois peu de personnes se rappellent du cas du plateau d'Albion. De nombreux témoignages ont fait état d'observations d'ovnis et d'extraterrestres sur le plateau d'Albion pendant les 25 ans d'occupation militaire. De nombreux sites web en font référence et les sources mènent toujours à Jimmy Guilleux, un ufologue spécialisé dans les ovnis et le paranormal. Un homme sympathique mort le 2 janvier 2000, de manière douteuse. Toujours est-il qu'il nous est parvenu grâce à lui des témoignages, qui je le pense valent le coup d'être divulgués. Comme d'habitude je vous remercie de cliquer sur le pouce bleu, pour le renouvellement de la chaîne et pour que ces témoignages atteignent le plus de monde possible. Et n'oubliez pas que cette chaîne vous présente divers contenus traitant d'ovnis, paranormal et mythes. Le but n'est ni de convaincre, ni de vous faire croire quoi que ce soit, mais de lancer le débat sur les sujets trop souvent ridiculisés, en outre sur le net, et tout cela en live pour pouvoir réagir sur le moment avec la communauté, et repousser les limites du débat, afin d'inciter les gens à réfléchir sur des sujets qu'ils n'auraient même pas imaginés. Tous les liens liés à cette vidéo sont en description. Bon visionnage. Didier. Le plateau d'Albion, un site très sensible. Le plateau d'Albion en Provence est l'ancien site de lancement des missiles sol-sol balistiques de la France. Selon de nombreux ufologues, la base était à l'époque de son activité aux mains des gris, une partie du personnel était d'origine extraterrestre. Dans les années 6, le général de Gaulle veut une défense nucléaire utilisant les avions, les sous-marins mais aussi des missiles solaires. En avril 1965, le gouvernement français choisit le site du plateau d'Albion pour implanter les missiles sol-sol balistiques, car le site correspond aux critères de sélection. La zone est à faible densité humaine et le sol est capable de permettre un bon ancrage des silos renfermant les missiles, mais aussi capable d'amortir l'onde de choc en cas d'agression nucléaire. Il est prévu d'installer 27 zones de lancement et 3 postes de conduite de tir, pour cause de restrictions budgétaires. Seuls 18 silos et 2 postes de tir seront implantés. Pendant plus de 5 ans, le plateau devient un immense chantier. Les installations opérationnelles représentent 260 000 m3 de dérochage, 540 000 m3 de terrassement et 250 000 m3 de béton. Les chemins départementaux sont transformés en un réseau routier moderne, permettant le passage de convois de plusieurs centaines de tonnes. Une base aérienne, la BA200, est créée sur une surface de plus de 400 hectares sur la commune de Saint-Christol, et plus de 2000 personnes y travailleront. Les travaux ne dénaturent pas le site, l'armée veille à camoufler un maximum toutes les installations. Le site s'étend sur 800 km², il englobe les installations de transmission du Mont Ventoux, de la montagne de Lure et du Luberon. Les missiles sont commandés à distance depuis les 2 postes de conduite de tir, enfouis sous terre. Chaque poste de tir a en charge 9 zones de lancement. L'un se trouve dans la Drôme, près de Rianette et l'autre dans le Vaucluse près de Rustrel, à 35 km l'un de l'autre. Véritable bunker dissimulé sous plusieurs centaines de mètres de roches, les postes de conduite de tir sont conçus pour résister à toute attaque nucléaire, mais aussi pour éviter toute intrusion. Des galeries de 2 km de long y mènent. Une galerie souterraine de 4 mètres de diamètre, éclairée d'une lumière, monte légèrement et interminablement, pour éviter une neutralisation ennemie par inondation. Elle présente des coups d'angle droit destinés à casser une onde de choc consécutive à une explosion nucléaire. Rôle identique pour une galerie de roche appelée galerie anti-souffle. En cas d'effondrement de la galerie, un ingénieux système de pierreries des Égyptiens permet de grimper jusqu'à l'air libre. Des clapets d'air, que l'on peut fermer, permettent une survie de longue durée aux 2 officiers, qui se relient en permanence. Dans la capsule de tir, il y a 2 locaux protégés par 3 mètres d'épaisseur de béton armé, montés sur vérins hydrauliques pour résister aux secousses, équipés en cage de Faraday et bourrés d'écrans. Chacun des silos est nanti de son abri auxiliaire, et distant de 3 km de son voisin, afin qu'une seule attaque ne détruise plusieurs sites à la fois, mais que des frappes nucléaires simultanées annulent leurs effets. 2 explosions nucléaires simultanées annulent une grande partie de leurs effets mécaniques. Un agresseur devrait donc détruire un premier silo, puis un deuxième, etc. Ce qui laisse le temps de la riposte.
En septembre 1996, le président Jacques Chirac annonce la fermeture et le démantèlement du site du plateau d'Albion. En décembre 1996, le ministère de la Défense annonce qu'un régiment professionnalisé de l'armée de terre, Légion étrangère, de moins 1000 hommes, complété par une unité de contre-espionnage et un escadron cynophile, succédera au premier GMS sur le site. En mai 1997, le projet de transformer le poste de conduite de tir de Roustrel en laboratoire scientifique est lancé. À Saint-Christol, les escadrons commençaient à partir en août 1998, après les équipes du CEA, et suivi en décembre des équipes de l'aérospatiale. La passation de pouvoir avec la Légion étrangère a été réalisée dans l'été 1999. Depuis, une centaine d'hommes séjournent plus ou moins en permanence sur la base aérienne. La base aérienne de Caen a été rebaptisée caserne Maréchal Koenig. Elle accueille près de 1000 légionnaires. Depuis octobre 2003, la base accueille aussi une station d'écoute de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, avec ses antennes radio, qui emploient 150 personnes, dans le cadre du réseau Échelon. Une fois démantelées, les installations du plateau d'Albion ont été rendues à la nature. Les portes ont été verrouillées et soudées, les zones de lancement recouvertes. La base nucléaire et les ovnis. De sources sûres, après chaque ouverture réelle d'un silo, un ovni le survolait dans les 48 heures. Un immense vaisseau porteur, plafonné à une altitude de quelques milliers de mètres, et larguait des sphéroïdes d'observation rapprochés. Un projet avait même vu le jour pour tenter d'observer ce phénomène. Les nombreux témoignages sur le plateau d'Albion proviennent tous plus ou moins des mêmes sources. Ils ont été recueillis par Jimmy Grieux. Un instituteur à la retraite se promène à travers le chantier au début des années 1970. Un soir, après l'arrêt des travaux de la journée, un instituteur à la retraite se promène à travers le chantier lorsqu'il tombe nez à nez avec un être de petite taille, à la tête volumineuse, à la peau grise, qui le fixe brièvement de ses grands yeux obliques avant de disparaître. Médusé, sans cacher la peur qu'il avait éprouvée, le retraité narre son histoire à une autre personne. Témoignage d'un appelé affecté à Albion en 1981. J'étais dans les commandos de l'Air 3e compagnie. À l'époque, notre mission était bien entendu la défense de la base de Saint-Christol dont je faisais partie. Le plateau d'Albion disposait avant son désarmement de 18 zones de lancement de missiles atomiques, de 2 postes de commandement de tir et un en construction à l'époque. Les commandos étaient chargés d'effectuer des patrouilles régulièrement sur les différentes zones, dont la destination nous était donnée au dernier moment par radio en message codé lorsque nous quittions la base. Nous devions effectuer ces patrouilles environ toutes les 2 heures. La patrouille qui rentrait devait réveiller la relève qui prenait une mission vers d'autres zones. Un matin, je me suis réveillé vers 6 h et j'ai cru avoir raté ma patrouille, qui était prévue vers 2 h et m'être rendormi. Après renseignement auprès du sous-officier de semaine, il n'en était rien. La patrouille précédente avait déclenché l'alerte dans la nuit, signalant un objet non identifié en stationnement au-dessus de la ZL numéro. Dès lors, la gendarmerie mobile de la base et l'équipe d'intervention des commandos, ainsi que le général de la base s'étaient rendus sur les lieux. L'alerte avait été donnée comme il se doit à la hiérarchie. Le surlendemain, un tout petit article dans le journal Le Provençal précisait en quelques lignes brèves cet événement mais sans plus. C'était un sujet de discussion sur la base, pendant quelques jours puis plus rien. Personne n'avait d'éléments complémentaires. Cela restait donc une énigme. Quand je racontais ça dans mon entourage, et au cours de discussions relatives au phénomène, je passais pour un demeuré. 10 ans plus tard, en 1991, alors que je regardais une émission télévisée sur les phénomènes extraterrestres, j'apprenais que ce fameux jour en 1981, les contrôleurs aériens avaient repéré par radar un ovni venant d'Espagne et se dirigeant vers les pays de l'Est. De Mirage 2000, décollé de la base d'Istres pour prendre en chasse l'objet lorsqu'il est entré dans l'espace aérien français. Cet ovni a donc été repéré et observé par plusieurs dizaines de personnes et non des moindres, contrôleurs aériens, commandos, gendarmes mobiles, stations météo et certains gradés de la base dont le général. L'ovni quant à lui avait disparu, ne laissant à l'aviation aucune chance de pouvoir le rejoindre. Tout ceci a priori, s'est déroulé très rapidement. Néanmoins nous avons eu des informations réelles de ce qui s'est passé 10 ans après l'événement. De plus, à cette époque,
J'habitais dans un village du Vaucluse, où il nous est arrivé, mon père et moi-même, de pouvoir observer à 2 reprises des formes lumineuses passer à très grande vitesse dans le ciel et à courte distance, mais nous n'en avions jamais parlé à personne, pour les raisons que vous savez. Un appelé maître chien à la fin des années 80, témoignage enregistré le 10 octobre 1990, j'ai été témoin de faits troublants durant mon séjour sur cette base. Je puis vous affirmer que de temps en temps des commandos totalement étrangers à la base prennent le contrôle de celle-ci pendant plus ou moins 48 tâches. Ils arrivent en convoi spécial, camions et voitures de couleur noire, leurs uniformes sont aussi de couleur noire, ils sont très grands avec une peau de couleur très blanche et portent en permanence des lunettes noires. Ces hommes ne se mélangent jamais avec les autres militaires de la base et ils prennent le contrôle total de celle-ci. Ils reçoivent leur nourriture par camions spéciaux et on ne peut que les apercevoir que la nuit. Un autre soir, étant encore de garde, j'aperçois par une fenêtre d'un local hautement sécurisé des faisceaux de lampes torches, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. La base était depuis l'arrivée de ces commandos en stade maximum d'alerte. J'avertis par radio l'officier de garde de cette anomalie, mais celui-ci me fait comprendre de passer mon chemin et que je n'avais rien vu. Je ne sais pas pourquoi, mais à la fin de mon tour de garde, j'ai consigné cette observation sur un carnet. Le lendemain matin, un officier me fait appeler pour me dire que ce que j'avais vu la nuit précédente était certainement une hallucination. Par la suite, en rentrant dans ma chambre, mon placard personnel avait été fracturé et mon carnet de notes, ainsi que mon appareil photo avait disparu. Un ami aussi maître chien avait, lui, pu prendre des photos de certaines choses anormales et il avait aussi dessiné un portrait d'un de ces hommes. On a retrouvé mon ami sauvagement tabassé à l'extérieur de la base et bien sûr son placard avait été vidé complètement. Comment avait-il fait pour sortir de la base, alors que celle-ci, en alerte maximum, personne ne pouvait sortir? Ses blessures étaient tellement graves qu'un hélicoptère est venu le chercher pour le rapatrier à l'hôpital militaire de Lavran à Marseille. Quand ces commandos étaient sur la base, on avait interdit aux maîtres chiens certaines zones. L'explication des officiers était que les chiens sont trop sensibles. Les chiens avaient une peur terrible de ces hommes. Quand les commandos étaient sur place tous les soirs, ils hurlaient en bavant anormalement et en se tapant la tête contre les grilles de leur cage et cette situation était invivable. Au lever du jour, tout redevenait normal. Le vétérinaire, appelé du contingent et faisant des études pour devenir vétérinaire, était très étonné de la réaction incompréhensible des chiens. Il a voulu en savoir plus et a fait des prélèvements de salive et de sang sur quelques chiens, mais un officier lui a ordonné de laisser tomber ses analyses. Quelques jours plus tard, mon chien est tombé malade et un autre vétérinaire totalement étranger à la base est venu le chercher. J'ai protesté vivement car je pense qu'on aurait pu le soigner sur place. C'est alors qu'un capitaine est venu vers moi en me disant c'est une affaire top secret. Par la suite j'ai su que mon chien était mort et qu'il avait subi une autopsie. Homme en noir, 1991, le témoin travaille sur la base. Il confirme qu'effectivement il arrive que des commandos investissent le plateau d'Albion. La description des uniformes et des hommes concorde avec les autres sources d'informations. Ces hommes effectivement ne se déplacent que de nuit et prennent leur repas indépendamment des autres militaires, avec des rations qui leur sont expédiées pour être totalement indépendants. Observation d'OVNI, 1991, un officier de réserve du plateau d'Albion affirme que les pilotes d'hélicoptères de cette base ont à plusieurs reprises vu des ovnis sur le site, et qu'il existe également un dossier top secret OVNI, avec des photos de ces engins. Il affirme également que des engins ont été observés pratiquement au ras du sol. Découverte spéléologique, des spéléologues amateurs décident d'explorer un gouffre à proximité du plateau d'Albion. Ils progressent dans diverses galeries et puits, et arrivé à un troisième puits, ils décident de prendre un peu de repos. Un des spéléologues, Monsieur X, décide de poursuivre et descend dans le puits. Arrivé au fond de ce puits, il aperçoit une lumière bizarre. Il avance et s'aperçoit que cette galerie est en fait une ouverture artificielle, donnant dans une immense salle au sol blanc, lisse comme un miroir, éclairée par une lumière orange sans source apparente. Dans cette salle se trouvent 5 ou 6 fauteuils blancs et de formes bizarres. Inquiet, il décide de remonter vers ses camarades pour leur faire part de sa découverte. Les spéléologues décident donc de refaire surface et de revenir avec appareil photo et caméra vidéo. Quelque temps plus tard, Monsieur X décide de revenir explorer ce gouffre, mais arrivé au troisième puits,
Celui-ci avait été totalement obstrué par une dalle de béton. Ainsi s'achève cette vidéo, les liens en rapport sont dans la description, je pense creuser le sujet un peu plus dans une autre vidéo. Merci pour vos likes et partages, désolé si je ne réponds pas à tous les commentaires et que j'en loupe quelques-uns, croyez-moi c'est pas évident mais je vous remercie pour le soutien. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.